qui vous supporte, hein, qui vous informe, qui vous éduque sur plein de sujets, qui fait plein de projets. On vient d'entendre de merveilleux exemples, donc c'est vraiment chouette d'être ici. Je peux juste vous demander de garder quand même le micro. Ah, ok. Parce que pour l'enregistrement, c'est meilleur le son. Okay, sinon, les gens n'entendent pas. Donc, moi, c'est Alexandra Boguet, je suis neurologue, formée à Anvers, ensuite à la KUL. J'ai passé un petit temps au Canada aussi pour me bien former dans la simulation cérébrale profonde. 3 jours par semaine, je suis au CHIREC, au site Delta. Et puis les mercredis, je consulte aussi à Erasme. Et moi, je suis docteur de Genève, je travaille en tant que neurochirurgienne à CHIREC aussi, en temps plein. Et donc, on forme ensemble l'équipe de mouvement Narmo. Moi, j'ai fait une formation complémentaire aux Pays-Bas pour les simulations cérébrales. Donc, il y a plein de choses lesquelles on va vous parler aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Juste une chose, des questions très personnelles. Ça peut-être, on peut répondre après ou pendant une consultation parce que c'est très compliqué de parfois bien répondre à des questions très spécifiques sur un vidéo. Mais donc, la simulation cérébrale profonde, avant de faire une telle opération, on a besoin de faire quelques démarches. Avant l'opération, vous voyez ici à gauche, on a besoin de faire plusieurs examens. Donc, le premier examen qu'on va faire, c'est un test neurocognitif. C'est un test pour bien savoir comment va la mémoire. Parce qu'il faudrait éviter de faire une chirurgie chez un ou une patiente avec une démence. Si on oublie les clés, parfois, ça m'arrive aussi, ça c'est pas grave. Mais s'il y a vraiment une démence où on a des difficultés de savoir quelle est la date, où est-ce qu'on se trouve, on se perd dans la rue, là, ça devient un peu compliqué. Donc ça, c'est le premier bilan qu'on doit faire. Le deuxième bilan, c'est une consultation chez le psychiatre. Parfois, on a besoin. Ce n'est pas toujours le cas. On discute, on se voit régulièrement avant la chirurgie et une question que je pose toujours est comment ça va avec le moral? Comment ça va? Avez-vous de l'anxiété? Avez-vous eu des idées suicidaires? Donc, ce sont vraiment des choses qu'il faut savoir avant la chirurgie. Parce qu'après la chirurgie, la vie change. Il y a beaucoup de choses qui changent. Pas uniquement les symptômes, mais par exemple aussi la façon d'être dans votre couple. Donc, c'est important qu'on discute de ça déjà avant l'opération. Si on a l'impression que peut-être il y a une petite dépression qui est là, on demande d'aller voir le psychiatre et on demande son avis. Une IRM cérébrale doit être faite aussi, c'est surtout par la docteur de Genève, tant qu'on met des électrodes dans le cerveau, pour bien savoir qu'on ne passe pas de vaisseau, voir qu'il n'y a pas de structure qui bloque le trajet de l'électrode. Et puis dernièrement, on doit faire un test on-off. Ça veut dire que vous revenez à l'hôpital. Nous, on a l'habitude de le faire en ambulatoire. Ça veut dire que vous venez à l'hôpital sans avoir pris vos médicaments à partir de minuit. Donc, ce n'est pas agréable. Donc, il faut prendre son compagnon ou un des enfants avec pour venir à l'hôpital. Puis, on fait une vidéo et un testing sans médicaments. Après, on prend les médicaments ou juste après, immédiatement après, on prend les médicaments et on fait cette vidéo à nouveau mais avec les médicaments. Et là, on voit une vraie différence entre les symptômes qui sont contrôlés par les médicaments. On fait ça pour faire la demande de remboursement, parce que la simulation cérébrale profonde, c'est un traitement cher, mais en Belgique, heureusement, c'est entièrement remboursé par notre gouvernement. Par contre, nous, on doit préparer votre dossier. Donc, s'il y a plein de démarches que nous, on doit faire pour montrer à une amie qu'on a bien sélectionné nos patients et faire la vidéo, ça, c'est une des choses. Mais la vidéo est aussi importante pour nous parce que les symptômes qui répondent bien au levodopa, au prolopa, c'est l'Evo, le médicament que vous prenez ou le polio, peu importe, ça sont des symptômes qui répondent aussi à la simulation cérébrale profonde. Donc, ça nous donne vraiment une bonne indication comment
comment va être la vie après la chirurgie. Voilà, ensuite donc les composants d'un DBS, de quoi consiste un DBS, une stimulation cérébrale profonde. Donc, on a 2 électrodes, à gauche et à droite, qu'on implante dans le cerveau, au niveau des noyaux de base, le noyau sous-thalamique. C'est une zone très, très précis, au millimètre près, qu'on cible dans le cerveau. Et donc là, on va avoir des électrodes qui vont être connectées à des câbles d'extension qui vont passer derrière l'oreille et être connectées à une batterie, un boîtier qu'on place en dessous de la clavicule. C'est comme un pacemaker. Ça va donner un courant pour pouvoir stimuler donc, au niveau des contacts de l'électrode. Ici, il y a donc une électrode avec 4 contacts qu'on met au niveau du noyau sous-thalamique. Donc on va vous montrer aussi en vrai. Et donc à partir de ces contacts, on peut envoyer un courant et on peut choisir la direction de ce courant. Et donc ces électrodes-là, ils sont attachés au niveau du crâne et puis on les passe derrière l'oreille, en dessous de la peau, jusque ici en dessous de la clavicule, et là on va mettre une batterie en place. Et cette batterie, elle peut être rechargeable ou non rechargeable. Donc si c'est une batterie rechargeable, ça veut dire que toutes les semaines, une demi-heure ou une heure, on doit la recharger. Si c'est une batterie non rechargeable, ça veut dire qu'on la charge jamais, mais qu'on doit tous les entre 3, 5, 7 ans, en fonction des stimulations qu'on a, on doit les changer. Une nouvelle opération pour changer la batterie. Et donc, ça, c'est les différents types de batteries qu'on a. Puis donc, les méthodes chirurgicales. Le DBS, quand ça a été développé, quand les premiers DBS ont été faits en 1987, c'était à chaque fois éveillé. Donc, pendant des années, on a continué à faire des chirurgies éveillées pour pouvoir tester les symptômes pendant la chirurgie. C'était à la base des longues chirurgies qui nécessitaient beaucoup d'efforts dans le patient. Maintenant, avec l'évolution, la qualité des IRM a changé, a fort changé, et donc on voit le noyau sous-thalamique où on doit être, on le voit avec beaucoup plus de précision sur la résonance. Ça veut dire qu'on peut, sur la résonance, avant la chirurgie, bien déterminer où on doit être, et donc ça veut dire que c'est plus nécessaire dans tous les cas de le faire éveillé. Et qu'on peut faire aussi cette chirurgie maintenant sous anesthésie générale, c'est comme ça qu'on le fait à Chirec. On le fait, cette chirurgie endormie, donc c'est beaucoup moins traumatisant pour le patient. Et donc il y a plusieurs étapes de la chirurgie, comment se passe-t-il une journée. Donc on commence le matin tôt, à mettre un cadre sérotaxique sur la tête. Donc on fait ça avec 4 petites piqûres d'anesthésie locale pour endormir la peau. Et puis on va donc fixer ce cadre bleu que vous voyez sur votre tête. Et ça nous va aider à avoir les points d'entrée et le point cible pour mettre l'électrode. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un scanner. Un scanner avec une boîte qui est sur ce cadre. Et dans cette boîte, il y a des marqueurs. Et ça va nous aider à déterminer où on doit aller. Pendant la chirurgie, comment ça se passe? Donc ici, le patient est endormi. Donc on fait 2 petites cicatrices devant, au niveau de la peau. Et donc là, c'est les points d'entrée où l'électrode va rentrer dans le crâne. Puis donc on fait un tout petit trou de 4 mm dans le crâne. Et donc c'est par là qu'on va glisser les électrodes jusqu'à l'endroit où ils doivent être. Donc on a notre arc avec tous les coordonnées. Donc on a 5 paramètres qui vont nous dire où il faut rentrer, avec quelle angulation,
quelle profondeur, où on doit terminer. Une fois qu'on a mis l'électrode en place, on va la fixer avec une toute petite plaque ici. Une toute petite plaque qu'on sent à peine sous la peau, pour que ça ne gêne pas. Et puis on va vérifier avec une radiographie si l'électrode est bien en place. Une fois que cette partie est faite, on va donc lier l'électrode à une câble d'extension derrière l'oreille. Et vous aurez donc une cicatrice derrière l'oreille et en dessous de la clavicule pour mettre la batterie. Donc ici on a une petite vidéo comment ça se passe chez nous à Chirac. Donc ici, on a fait le scanner avec le cadre autour. On a planifié notre cible avant la chirurgie. Et on va faire une fusion entre les deux images. Ici, on est en train de régler les coordonnées. Puis on fait le petit trou dans le crâne. On met l'électrode en place. On regarde avec une radiographie si on est bien en place. Puis après la chirurgie, on fait un scanner. On fait un scanner pour voir la position de l'électrode. Ce scanner-là, on peut le fusionner avec notre IRM pour pouvoir vérifier si on est à l'endroit où on voulait. Et puis, le docteur Bogers, quelques semaines après la chirurgie, elle reprend le relais pour mettre en route la stimulation cérébrale profonde. Donc, il y a plusieurs façons où on peut lancer la stimulation. Si jamais vous allez ailleurs, dans un autre hôpital, vous allez remarquer qu'il y a une différence. Chaque médecin, chaque neurologue, chaque neurochirurgien a un tout petit peu ses propres habitudes. La façon que moi j'ai appris au Canada, c'est une façon ambulatoire. Ça veut dire pas pendant l'hospitalisation. Il y a des centres en Belgique où on le fait toujours comme ça. Moi, maintenant, j'ai cette habitude de le faire en ambulatoire. Et en fait, j'ai gardé cette habitude parce que moi, j'aime bien d'aller doucement. Doucement, des petites étapes, des petits changements. On a un petit rapport, on demande comment ça a été, et puis on change encore quelque chose doucement. Donc, après la chirurgie, le patient rentre la deuxième, troisième nuit après. Et puis, pendant 2 semaines, 3 semaines, on fait rien. Parce qu'on laisse le cerveau guérir un tout petit peu. Parce que quand on met un corps externe, étranger dans le cerveau, ou n'importe dans notre corps, ça gonfle toujours un petit peu. Il y a un peu d'œdème. Et cet œdème peut en fait créer ce qu'on appelle le stun effect. C'est de l'œdème qui en fait va diminuer les symptômes temporairement. Parfois, vous remarquez ceci presque pas, mais parfois cet effet lésionnel est quand même important. Donc, parfois, les gens ont l'impression pendant 2, 3, 4 jours que les symptômes sont partis. Mais il faut se méfier de ce sentiment-là, parce que ça, c'est vraiment le deuil. C'est pas la simulation, c'est pas l'électrode, c'est pas les médicaments, c'est pas la maladie. C'est vraiment cet œdème. Et après quelques jours, l'œdème est parti et l'effet lésionnel est parti aussi. C'est pour ça que nous, on a décidé, ok, on va patienter 2-3 semaines, que l'œdème est absolument bien disparu, et là, on lance le programme. Chez nous, on invite les gens pendant 4-5 fois avec des intervalles de 2 semaines. Moi, j'ai un peu l'habitude, j'ai pris l'habitude de faire ceci le jeudi à 8h. Peut-être c'est un lundi à 8h, mais moi, j'essaie de faire le jeudi, juste pour des raisons logistiques moi-même. Et puis, la première session, c'est une session longue où on va explorer chaque plot. Comme le docteur de Genève a montré sur l'électrode, il y a 4 plots sur l'électrode et on doit bien explorer à quelle amplitude est-ce qu'on a un effet bénéficiaire et à quelle amplitude on a des effets secondaires. Et là, on décide à quel plot on va simuler le côté gauche et puis la même chose se passe pour le côté droit. Ça, c'est la première session qui prend quand même une bonne heure. Ensuite, je demande de prendre vos médicaments, de patienter un peu dans la salle d'attente, et après une demi-heure, on regarde de nouveau comment ça va. Et puis,
2 semaines après, on se revoit et on discute un peu comment ça a été, y a-t-il des grands changements. Et généralement, après la première session, les patients nous disent non, je n'ai pas remarqué les grands changements. Et puis je dis toujours ok, c'est bien, c'est parfait, parce qu'on a lancé la simulation petit, tout doucement. On n'a pas encore changé les médicaments à ce point-là. C'est même la 3e, 4e fois qu'on va bien descendre les médicaments et bien augmenter la simulation. Il faut tenir en compte que cette descente de médicaments, c'est à peu près 50%. Parfois, on peut descendre plus que 50%. Parfois, ce n'est qu'une descente de 30-40%. C'est vraiment chacune à la fois. Tout le monde est différent, tout le monde a des symptômes différents. Chez tout le monde, l'électrode est aussi un tout petit peu placé différemment. Okay? Donc, c'est toujours à peu près la moitié qu'on peut descendre au fil du temps. Mais comme j'avais dit, il y a des autres hôpitaux avec des autres médecins, des autres neurologues qui ont une habitude qui est peut-être différente. Quand j'étais à l'ATUL, là, on le faisait encore, on le faisait en hospitalisation avec des visites régulières. Moi, comme je ne suis qu'au chirurgie 3 jours par semaine, ce ne serait pas agréable de le faire en hospitalisation. Donc ça, c'est une des raisons pour le faire aussi ambulatoire, doucement, lentement, et on se voit là régulièrement. Juste une petite note, personnellement, j'ai une longue liste d'attente. Pas de souci pour les gens qu'on a opérés, on bloque des plages en avance. Donc on a toujours du temps, Dr. Ginette et moi, pour s'occuper des choses urgentes. Et le programming dans le DBS, ça c'est quelque chose qui est urgent. Okay? Donc on peut toujours s'arranger pour ceci. Alors, toute chirurgie a des risques. Donc on peut pas faire de chirurgie sans risque. Même s'ils sont faibles, ils sont là. Il faut le savoir avant que vous vous engagez en ça. Le risque dont on a le plus peur, c'est l'hémorragie cérébrale. On va mettre des électrodes dans un certain trajet dans le cerveau, et donc, en théorie, il y a un risque de saignement autour de cette électrode. Heureusement, c'est très rare. Pourquoi est-ce que c'est rare? Parce qu'on a des bonnes qualités d'IRM, et donc on calcule les trajectoires de manière très précieuse. On vérifie à plusieurs reprises qu'on ne passe pas par les vaisseaux, et on fait des bonnes imageries pour voir tous les vaisseaux, même les très petits vaisseaux, pour les éviter. On peut avoir une confusion aussi après la chirurgie. Donc, le thème autour de l'électrode peut engendrer une confusion qui est souvent temporaire, qui récupère après. On peut avoir des effets secondaires liés au matériel. Donc le matériel, on met un corps étranger dans le corps de quelqu'un, et le corps doit s'adapter. Ça peut parfois donner une gêne, donc derrière l'oreille, parfois ça peut donner une gêne, les câbles, ça peut tirer un petit peu. Tout ça, c'est surtout au début, et ça peut, au fur et à mesure, le corps peut s'adapter, peut devenir habitué. La batterie, parfois, peut donner des douleurs aussi. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, une autre risque dont on a peur aussi, c'est l'infection. Donc, on met un corps étranger à l'intérieur, et donc, par définition, ça peut s'infecter. Si ça arrive, ça veut dire qu'on doit retirer tout. Donc, on ne peut pas traiter l'infection en laissant le matériel en place. Ça a des risques, et souvent, on n'arrive pas à guérir l'infection en laissant le matériel en place. Donc, ça veut dire qu'on doit le retirer. Pour diminuer ce risque-là au minimum, on a un protocole de prophylaxie d'antibiotiques qu'on donne avant la chirurgie. Donc on a une crème nasale qu'on donne 5 jours avant la chirurgie pour diminuer le risque, parce que la plupart des germes viennent du nez. Et donc ça, on demande aux patients de mettre 5 jours cette crème nasale. Et après la chirurgie, on a aussi une prophylaxie, donc on donne des médicaments, des antibiotiques encore pendant 5 jours après la chirurgie pour vraiment minimaliser ce risque. Puis
puis, il y a aussi les risques de l'anesthésie même. On doit penser à des thromboses, par exemple. Ça, c'est, comme toute autre chirurgie, un risque qu'il faut soigner. Alors ici, on voit encore une image avec les électrodes en place en profondeur au niveau des noyaux de base, qui sont reliés à des câbles qui passent derrière l'oreille, qui vont vers la batterie. Ici, vous voyez donc une électrode. Ça, c'est la batterie qu'on implante. Et ça, c'est une écharpe qu'on peut mettre, on l'a ici avec nous. Et donc ça, c'est pour les batteries rechargeables. Il faut donc charger une fois par semaine. Et ça se passe comme ça. Hein, donc il ne faut pas rester avec un appareil pendant 1 heure comme ça. On peut rester, par exemple, assis pendant la télévision, pendant que c'est en train de charger. La batterie qui est sous la peau, et ça recharge par l'appareil. C'est ça, c'est ça. Donc tout est à l'intérieur de la peau, il n'y a rien qui sort. Et puis, une fois que vous avez le DBS en place, vous recevez un appareil. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la télécommande que Boston Scientific vous donne si on implante le matériel Boston Scientific. Hein, parce qu'il y a en fait 3 firmes qui produisent les dispositifs. Il y a Medtronic, la batterie qu'on vous a passée, c'était une batterie Medtronic, il y a Boston Scientific et il y a Abbott. En gros, les différences entre les firmes sont très marginales. Hein, donc ce sont vraiment des petites différences que chaque des firmes comprend. Cette télécommande, une télécommande qui est donnée à vous, n'importe quelle batterie que vous avez, hein, à votre Medtronic scientifique, peu importe, mais cette télécommande a quelques fonctionnalités. D'abord, c'est pour allumer et éteindre votre batterie. Normalement, vous n'avez pas besoin de faire ceci. Hein, la batterie est toujours allumée. Si jamais il y a un petit souci cardiaque et que vous avez besoin de faire un électrocardiogramme, un ECG, là, on doit éteindre la batterie. Et donc, avec cette télécommande, vous pouvez éteindre la batterie pendant les 2-3 minutes qu'on a besoin pour faire cet ECG. Deuxièmement, avec une télécommande, si vous le désirez, si vous discutez ceci avec votre médecin, vous pouvez légèrement augmenter et baisser l'amplitude de la stimulation. Donc, ce simulateur, le neurostimulateur, donne des impulsions avec une certaine fréquence, avec une certaine hauteur, avec une certaine longueur. Et parfois, on donne la possibilité aux patients d'augmenter légèrement ou de baisser légèrement. Troisièmement, très rare, mais ça, de temps en temps ça arrive, il y a plusieurs programmes programmés dans la batterie. Un programme A, B, C, D, un programme qui est peut-être légèrement mieux pour marcher, ou un autre qui est peut-être légèrement mieux pour le tremblement. Et là, vous pouvez switcher entre les 2 programmes. Ou, par exemple, moi en consultation, j'ai un peu l'habitude, si j'écris un nouveau programme, de laisser l'ancien programme toujours dans la mémoire de la batterie. Hein, parce que peut-être en consultation, c'est bien, ça va bien, c'est peut-être même mieux, mais dès que vous êtes chez vous à la maison et que vous vous rendez compte qu'en fait la marche est quand même impactée, que là au moins vous pouvez aller de nouveau vers l'ancien programme. Donc ça c'est la télécommande. Quels sont les symptômes qui répondent? Donc ça, c'est vraiment une question très importante. Hein. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler en général sur ce sujet, mais ça, c'est vraiment une question que vous devez poser à votre neurologue, parce que chaque maladie de Parkinson est différente. Hein. Il y a des gens chez qui il y a un tremblement très important. Il y a des autres personnes qui ont un freezing très important. Et par exemple, le tremblement très très bien à la stimulation, mais le freezing, pas trop bien. Il y a des gens chez qui le freezing répond, il y a des autres chez qui ça ne répond pas, et donc ça c'est vraiment une question à poser par rapport à votre situation individuelle à
votre neurologue. En gros, la stimulation cérébrale profonde, ça traite la lenteur, la raideur et les tremblements. Donc, ça sont des choses motrices, des symptômes motrices. Donc, votre sommeil, votre anxiété, votre dépression, votre manque d'odeur, votre constipation, votre vessie, votre tension. Non. Hein, la DBS, c'est vraiment un traitement pour vos symptômes moteurs. Lenteur, raideur, tremblement. La marche, c'est difficile à dire. Ça, c'est une question à poser à votre neurologue. Comment votre marche est avec les médicaments, sans médicaments. Et puis, la parole, c'est un peu compliqué aussi. Hein, parce que parfois, la parole peut se dégrader avec une stimulation et la marche peut se dégrader avec une stimulation. Hein, donc, ça sont des choses de tenir en compte. Si jamais il y a une dégradation de la marche ou de la parole suite à la stimulation, là, on doit changer les paramètres de stimulation. Hein, donc, nous, derrière notre tablette, on a plein de petits boutons pour essayer à vraiment mettre en place la stimulation là exactement où elle doit être. Parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe certainement pas dans la DBS. Hein, donc, on ne va jamais, on va jamais arriver dans une situation où tous les symptômes sont traités sans qu'il y ait un petit effet secondaire. Donc, soit il nous reste un peu de raideur, il nous reste un peu de lenteur, il nous reste un peu de tremblement, mais au moins on n'a pas de trouble d'élocution ni de la marche. Ou on traite bien la lenteur, la raideur et le tremblement, mais là, si on marche dans une foule, là, il y a quand même l'équilibre qui est un peu perturbé. Hein? Donc, il n'y a jamais une situation parfaite. Jamais. Il faut toujours tenir ça en compte. Alors, la DBS, ça ne guérit pas. Ça traite les symptômes. Ça diminue les symptômes. Vous avez une question? Oui, parce qu'on entend souvent dire que la DBS peut entraîner dans les effets secondaires des difficultés d'élocution. Selon ce que vous dites, ce n'est jamais irréversible. Donc, c'est très rare que c'est irréversible, mais c'est un équilibre qu'on doit trouver. Hein, parce que si on crée un grand champ électrique, donc pour traiter beaucoup les symptômes, on enclenche aussi des régions qu'on ne veut pas stimuler. Mais quand on stimule, on crée en fait un champ rond. Mais les régions du cerveau ne sont pas rondes. Hein, il n'y a pas une structure dans le cerveau qui est ronde. Tout a des petits coins et tout ça. Et donc, il faut essayer à trouver une façon de stimuler dans un rond comme elle, qui est soit trop petit, ça veut dire qu'il nous reste raideur, lenteur, tremblement, mais au moins on n'a pas de trouble d'élocution. Soit on stimule beaucoup, on crée un grand champ, mais là on a quand même une petite dysarthrie. C'est ça qu'on s'appelle bien de troubles d'élocution. Rarement, mais ça c'est vraiment rare, hein? C'est irréversible. D'habitude, on essaye de changer les paramètres de stimulation, mais parfois on ne trouve pas ces paramètres de stimulation qui traitent tout. Donc il nous reste soit un peu de tremblement, mais l'élocution est bonne, ou l'inverse. Donc, c'est bien important parfois on a, si vous lisez sur l'internet, vous allez voir que le risque d'un suicide est plus élevé après une stimulation cérébrale profonde. La vie change beaucoup après une stimulation profonde. Hein. On est dans une relation où il y a quelqu'un qui soigne d'autres personnes. Après la stimulation, beaucoup de choses changent. On a de nouveau cette indépendance, on devient un peu parfois, rarement, on devient bien un peu impulsif, on descend les médicaments. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de changements. Et parfois ça peut déclencher des idées suicidaires. C'est très rare, mais ça peut se passer. On parle de ce sujet-ci parce que nous, on trouve que c'est important. Hein, c'est important de savoir que ça peut se passer. C'est important de savoir qu'on est là quand ceci se passe. On est là avec notre psychiatre. Nous aussi, tant que votre équipe médicale, on est là pour vous supporter.
pour changer les médicaments, pour en parler, pour mettre en route un plan de traitement. Hein? C'est vraiment, je pense, en gros, la chose la plus importante, c'est de savoir qu'on est là si jamais vous ne vous sentez pas bien, n'importe sur le plan mental ou le plan physique. Pour les femmes, entre nous, après une stimulation cérébrale profonde, on gagne du poids. Hein? Les femmes, les hommes, mais c'est surtout les femmes chez qui c'est un peu ennuyant. Hein? C'est parce qu'on consomme moins d'énergie, comme on n'a plus les dyskinésies comme avant la chirurgie, et bah, maintenant on va un peu au resto, hein? Donc on mange un petit peu plus. Hein? Donc cette prise de poids, ça c'est quelque chose à tenir en compte aussi. Une journée, souvent encore. Oui, voilà, très bien. Donc peut-être de certaines personnes entre vous, ça c'est votre journée. Hein? Donc au louche, vous êtes le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes très raide, blanc, il y a des tremblements, vous êtes en phase off. Et puis vous prenez votre médicament, ça va mieux. Après une demi-heure, le corps est lancé, on bouge mieux. Mais après une bonne heure, ben là il y a les dyskinésies qui se présentent. Hein? C'est difficile de rester assis, on bouge beaucoup et parfois ça perturbe même l'équilibre. Donc ça c'est le pic qu'il y a là. Et puis il y a la descente, après 1h30, 2h, 2h30, parfois 3h. Et puis ça remonte. Hein? Donc ça c'est le stade de fluctuation motrice. Donc nous, on parle en consultation de la DBS. Certainement, chez des gens qui sont dans ce stade-là, préférablement des gens légèrement plus tôt, parce qu'on ne va pas parler qu'une fois d'une stimulation cérébrale profonde. On va en parler plusieurs fois. Mais dès que vous êtes arrivé dans ce stade-là, là, on dit que vous êtes vraiment éligible pour la chirurgie. Hein, donc, le stade de fluctuation motrice. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Hein, je bouge trop, je bouge trop peu, je bouge trop, je bouge trop peu. Et vous voyez qu'après la simulation, bah, c'est pas plat. Hein? Il y a toujours de fluctuations, mais les fluctuations sont moins intenses. Les hauts et les bas ne sont pas tellement grands. Il y aura toujours un peu de dyskinésie, il y aura toujours un peu de freezing, de off, mais c'est légèrement mieux. Il faut tenir en compte que la DBS, la mobilité que vous avez dans un bon on, quand les médicaments marchent bien, ça, c'est la mobilité après la chirurgie. Pas mieux. Plus longtemps, mais pas mieux. Donc, si vous dites, regardez, même avec, quand mes médicaments marchent bien, je n'arrive pas à sortir du fauteuil et je vais des petits pas jusqu'à mon lit, ça ne sera pas mieux après la chirurgie. Hein. Si vous dites, quand mes médicaments marchent bien, là, je peux sortir mon chien, j'ai une bonne demi-heure par cycle que je prends mes médicaments, d'accord. Après la chirurgie, alors, ça ne sera pas une demi-heure par cycle, mais peut-être une heure, une demi-heure et demie par cycle. Donc, vous voyez, le on est plus long après la chirurgie, mais pas meilleur en qualité. Donc, le software, hein, donc chaque firme a différents logiciels pour faire des simulations, pour régler les paramètres. Et donc, il y a un des firmes qui a un système pour faire des vidéoconsultations et de régler les paramètres à distance. Donc, ça pourrait être utile dans des situations où les gens peuvent difficilement se déplacer vers l'hôpital ou qui habitent très très loin de l'hôpital. En Belgique, généralement, ce n'est pas le cas, mais il y a d'autres pays où ça pourrait être très, très utile. Et puis, il y a un software où on peut vraiment régler la simulation vers un sens plus ou vers un autre, donc pas en rond, mais plutôt en sphère, ou plus vers une direction ou l'autre. Donc, ça, la technologie est en évolution continue. Il y a maintenant aussi des algorithmes sur base de BI pour bien déterminer les paramètres optimaux de simulation.
Donc il y a l'effet lésionnel dont Dr Bogers a déjà parlé. Donc après la chirurgie, on attend quelques semaines pour l'effet lésionnel diminuer avant de mettre en place la stimulation. La programmation, on en a déjà parlé aussi. Et donc, pour l'aéroport, un niveau, vous recevez une petite carte, mais généralement, ça ne pose pas de problème. Donc, vous pouvez voyager sans problème. Et donc, les systèmes actuels qu'on implante, qui sont IRM compatibles. Donc, ça veut dire qu'on peut passer des IRM, que ce n'est pas contre-indiqué. C'est important à savoir aussi. Voilà, on arrive à la fin de notre exposé. Donc, des questions?